Je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Nedelec de l'agence d'urbanisme de Lyon, la métropole de Lyon, pour qu'il puisse nous présenter donc l'étude qu'ils ont réalisée sur les attentes et les besoins des publics en matière d'habitat inclusif. Et je vous laisse prendre la main sur la présentation. Merci. C'est fait. Bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Yann Edelec, je travaille à l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise. Je suis chargé d'études habitat. Je suis intervenu sur cette étude en fait qui a été réalisée à la demande de la métropole de Lyon. Le but était d'analyser les besoins en matière d'habitat inclusif pour les personnes âgées et ou en situation de handicap. Cette étude, je vais peut-être redonner des éléments de contexte sur le développement de l'habitat inclusif dans la métropole de Lyon. Donc, la métropole est labellisée territoire 100% inclusif depuis déjà 2019 et elle prône une diversification de l'offre d'habitat sur son territoire. Elle accompagne donc via l'instance du protocole de l'habitat spécifique les opérateurs qui développent des projets d'habitat alternatifs à la vie collective en établissement. Et ça donc depuis plusieurs années. Elle s'est engagée fortement dans l'expérimentation nationale de développement de l'AVP. L'engagement métropolitain il a été formalisé par la signature d'une convention tripartite État, CNSA et métropole. Donc cette convention met en place un plan de déploiement sur une période de 7 ans, donc 2022-2029. À cet effet, en fait, un appel à projet a été lancé sur le territoire pour la mobilisation de l'AVP au bénéfice des personnes âgées ou en situation de handicap durant l'été 2021. 42 projets ont été sélectionnés sur 49 candidatures. Et donc, le montant prévisionnel des AVP sur ces projets atteint quasiment 15 millions d'euros. Et donc, on a un développement qui va être échelonné de 2022 à 2029. Voilà. Au terme du déploiement, en fait, on estime à 622 personnes le nombre de bénéficiaires de l'AVP, 342 personnes âgées et 280 personnes handicapées. Voilà à peu près pour le dimensionnement en fait de l'habitat inclusif sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc dans ce contexte, en fait, il nous a été demandé de réaliser une analyse qualitative sur les attentes et besoins en matière d'habitat inclusif, donc des habitants inclusifs. Donc, c'était comprendre ces attentes et les besoins et surtout enrichir les réflexions et alimenter les groupes de travail mis en place dans le cadre de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif. Voilà. Le champ d'analyse, on est spécifiquement donc sur des habitats inclusifs dans le territoire de la métropole et sur des habitats inclusifs en fonctionnement, bien sûr. Voilà. Alors, quelques éléments de méthode. En fait, l'étude, elle s'est déroulée en 2 phases. Tout d'abord, on a engagé un certain nombre d'entretiens auprès des professionnels et des structures porteuses. Le but était de repérer les préoccupations importantes des habitants, leur perception de l'habitat inclusif, ce qu'ils y trouvent, ce qu'ils y recherchent, ce qui leur convient et ce qui leur convient moins. Voilà. À l'issue de ces entretiens, en fait, on a testé un peu les grandes idées forces qui se dégageaient de ces entretiens en groupe focus. On a donc organisé 3 groupes focus d'une dizaine de personnes chacun, en ciblant donc un premier sur les professionnels et 2 autres avec les habitants, en faisant un groupe focus pour les personnes en situation de handicap et un autre pour les personnes âgées. Voilà. L'idée étant d'essayer de mettre en lumière les éventuelles différences entre ces 2 publics. Voilà. On a eu un très bon accueil à la fois des habitants, des professionnels. Voilà. Donc l'étude est assez riche en termes de contenu. Quelques éléments aussi peut-être de limite par rapport à ce que je vais vous présenter, c'est que donc les attentes et les besoins que je vous présente, elles sont vraiment issues de ces entretiens, ces groupes focus. On est sur une analyse qualitative, on ne prétend pas l'exhaustivité, on va dire, et c'est ce qui se dégage à un instant T. Sachant qu'effectivement,
on a encore aujourd'hui peu de recul sur les habitats en fonctionnement, en fait, parce que c'est des choses qui sont relativement récentes. Et on perçoit bien que les besoins et les attentes ne sont pas figés et elles évoluent dans le temps. Voilà. Autre difficulté, hein, dans le cadre de cette étude, c'est que les attentes et les besoins, elles dépendent à la fois de la situation de la personne. On est sur des choses qui sont quand même très individuelles. Sur l'ancienneté dans l'habitat inclusif, sur sa personnalité. Et en fait, il y a aussi la configuration des lieux, l'environnement même, le quartier, etc., dans lequel est implanté l'habitat inclusif, qui vont influencer toutes ces attentes et ces besoins. Voilà. Donc, une difficulté à hiérarchiser les besoins. Voilà. L'autre chose importante à avoir en tête, c'est qu'on est sur des projets ou sur des habitats qui sont très variés. C'est-à-dire que on vous a présenté tout à l'heure la définition de l'habitat inclusif, mais donc dans les faits, on a trouvé à la fois des habitats avec des espaces privatifs qui pouvaient aller d'une simple chambre à un logement complet, avec des espaces collectifs qui pouvaient être vraiment des lieux de vie, c'est-à-dire la cuisine, le salon, etc., qui étaient partagés au sein d'un même logement, à une simple salle de convivialité dans une résidence classique de type intergénérationnel. Voilà. Donc, on a vraiment des configurations qui sont très, très différentes et qui donc, influencent énormément ce qu'on va pouvoir mettre en lumière en termes d'attente et de besoins. Pour ce qui est des résultats, alors, une des hypothèses qu'on avait forcément, c'est que la recherche du lien social, c'est un peu la première motivation des personnes pour habiter en habitat inclusif. Hein. C'est vrai que l'habitat inclusif en tant que tel, il a été pensé initialement surtout pour ça, à l'issue de... en fait, les premières formes d'habitat inclusif sont nées à l'issue de la canicule de 2003, hein, avec cette volonté de retisser un lien auprès des personnes qui étaient très isolées. Sachant qu'on s'est rendu compte que l'isolement était un facteur de mortalité dans ce cadre-là. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'on a eu d'emblée en termes de retour. Hein. Ce qui ressort en premier lieu, c'est le sentiment de sécurité. C'est très présent au niveau des échanges, à la fois avec les professionnels, mais aussi avec les habitants. C'est l'idée de pouvoir compter sur un voisin, sur un professionnel en cas de besoin, d'avoir du monde autour de soi. Et ça, c'est le premier élément. C'est plutôt la sécurité. C'est très présent chez les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes âgées. Et c'est également très présent dans l'entourage de ces personnes. Hein. Je pense notamment aux personnes handicapées qui sont des cohabitantes, hein, qui habitaient notamment chez leurs parents, etc. Cet élément-là est très prégnant pour expliquer l'arrivée en habitat inclusif. Voilà. Autre élément important, c'était la volonté de conserver son autonomie et de progresser. Notamment, là encore, si je prends la thématique des jeunes, des cohabitants, hein, en situation de handicap, l'habitat inclusif, c'est perçu comme une solution transitoire pour eux, hein, avant de vivre dans un logement ordinaire. C'est une manière de tester en fait sa capacité à faire. C'est aussi une manière un peu de sortir d'un cocon familial qui peut être un peu trop pesant. Voilà. C'est-à-dire que l'indépendance permet à la fois donc, de progresser, hein, de faire par soi-même, et pour les personnes âgées, c'est aussi un moyen de ralentir un peu une perte d'autonomie, un sentiment de perte d'autonomie. Voilà. Et de la même façon, l'habitat inclusif peut nous permettre de développer une vie sociale à l'extérieur. Ça permet de maintenir et préserver cette autonomie. Voilà. En lien, ce qu'on a eu beaucoup, qui est ressorti beaucoup dans les échanges, c'est la question de la suraide, qui est très présente. Qui est très présente sur les gens qui ont vécu en établissement, mais aussi qui ont vécu dans un milieu familial assez protecteur. Et en fait, ce qu'ils recherchent, en fait, et vraiment ce qui les satisfait dans
le fait de vivre dans un habitat inclusif, c'est justement d'être en capacité de faire par soi-même. Voilà. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, quand je suis arrivé dans l'habitat inclusif, j'ai découvert que je pouvais faire en fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est à la fois l'habitat inclusif, ce qui est recherché, c'est à la fois ce cadre protecteur, mais aussi cette protecteur, mais qui permet quand même d'exercer son autonomie, quoi. Enfin, voilà. L'autre élément important, hein, c'était l'obtention d'un logement. De surcroît, un logement adapté et à loyer modéré. Pour beaucoup de publics, hein, enfin de personnes qu'on a rencontrées, l'habitat inclusif, c'était l'occasion d'avoir un logement pour la première fois déjà. Hein. Donc, il y a déjà cet élément-là qui est très déterminant et qui explique hein, ce souhait d'intégrer un habitat inclusif. Et c'est un souhait qui est très fort chez les jeunes en situation de handicap. Hein. C'est un moyen d'émancipation vis-à-vis des parents, souvent des parents vieillissants. Donc, il y a cette notion-là, mes parents vieillissent, ils ne pourront plus être en capacité de m'accompagner ou de m'aider dans les années qui viennent. Voilà. Donc, il y a cette volonté vraiment de trouver une solution, un moyen d'émancipation. Voilà. On retrouve enfin ce qu'on attendait, hein, c'est la question de rompre l'isolement social. Et ça se joue à deux niveaux. D'abord, c'est tisser des relations à l'intérieur de l'habitat inclusif avec les autres habitants, mais c'est aussi être en capacité, avoir la possibilité de développer une vie à l'extérieur avec des activités, des loisirs. Voilà. Autre chose hein, qui était important dans cette attente de rompre avec l'isolement social, c'était la notion d'éviter l'entre-soi. Alors, à la fois, j'ai envie de vous dire, ça se joue à l'intérieur, là encore, de l'habitat inclusif, et notamment, en fait, par exemple, quand on était sur des logements labellisés habitat inclusif au sein d'une résidence intergénérationnelle, ce qui était loué des habitants, c'était le fait, en fait, d'être dans un milieu avec des personnes diverses, avec des étudiants, avec des actifs, voilà. Donc, il y avait cette dimension qui était importante. Pour les gens qui sont dans des habitats inclusifs plus restreints, où là, on va avoir des publics très spécialisés, on va dire on a un habitat inclusif uniquement avec des habitants qui sont en situation de handicap, là, l'évitement de l'entre-soi, elle va se jouer dans le développement d'une vie à l'extérieur. Voilà. Mais donc, cette notion d'éviter l'entre-soi, elle est toujours présente et on y répond de façon différente en fonction de la configuration de l'habitat inclusif. Donc, voilà sur la question de la recherche du lien social. Autre élément important hein, qui est apparu, c'est que l'habitat inclusif, a forcément une dimension collective. Hein. On a la définition même de l'habitat inclusif intègre donc une vie sociale et partagée. Et donc, on sait qu'on va être on va avoir une dimension collective importante, mais les attentes des habitants, c'était de trouver un bon équilibre entre cette vie collective et la vie privée. Donc, voilà, il faut rappeler qu'en fait, dans l'habitat inclusif, hein, dans la définition, il y a aussi le fait que les personnes sont chez elles. Donc, la question du logement, ou du moins de l'espace privatif en tant que tel, est très importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans des configurations qui peuvent être très différentes, puisque des fois, l'habitat inclusif, c'est une colocation, globalement, et en fait, l'espace privatif en tant que tel, c'est la chambre. Mais ça peut être aussi un logement social dans une résidence intergénérationnelle. Donc, la configuration du lieu est très importante pour permettre à la personne de se sentir chez elle, avec aussi une notion importante, la capacité de recevoir ses proches et ses invités. Et c'est parfois problématique dans des petits habitats inclusifs où, en fait, on n'a qu'une chambre en espace privatif et que les seuls espaces de vie collective, c'est le salon, la cuisine, où en fait, si on reçoit du monde, ben, on va aussi avoir d'autres habitants de l'habitat inclusif dans ces espaces. Voilà. Donc, il y a cette difficulté un peu sur les
les habitats inclusifs de type colocation, choses comme ça, par rapport à ces éléments-là. Voilà. Pourquoi cet espace privé est important? Parce qu'en fait, souvent, il y a des besoins de solitude, malgré tout. Hein. On a parlé tout à l'heure de la question de rompre le lien social, de rompre l'isolement social. Mais en fait, il y a aussi un besoin parfois de se retirer. On est sur des publics qui sont en situation de difficulté, qui ont parfois des parcours de vie qui sont difficiles. Donc, il y a une nécessité d'aménager des espaces de retrait, à la fois dans les espaces collectifs, hein, et aussi d'avoir des espaces privatifs, le logement ou la chambre, ou toutes les situations intermédiaires qui permettent vraiment d'être bien chez soi. Par exemple, on a certains habitats inclusifs pour lesquels, effectivement, on a en espace partagé la cuisine, le salon, et pour autant, on va avoir dans les chambres une petite kitchenette, etc., qui permet aussi de préparer des repas chez soi et de pouvoir se retirer à certains moments. Voilà. Donc, cette dimension, elle est importante, sachant qu'en plus, notamment sur les personnes en situation de handicap, on peut avoir une notion de fatigabilité qui joue et qui fait qu'en fait, la vie collective en tant que telle, elle peut très vite, si les temps sont imposés et s'il n'y a pas de possibilité de se retirer un peu, ça peut être très difficilement vécu. Voilà. Toutefois, donc, malgré cette question d'intimité et de vie privative, la participation à la vie collective est importante. Hein. Donc, c'est le projet de vie sociale et partagée, il régit le fonctionnement de l'habitat inclusif. Donc, l'animateur de l'habitat inclusif, il va être très attentif au fait que les personnes participent aux activités. Hein. Et il est important aussi de travailler à l'adhésion des personnes au projet de vie sociale et partagée. Voilà. Donc, ce projet de vie sociale et partagée, il doit être réinterrogé continuellement. Il faut en fait laisser de la place aux habitants pour porter des activités, pour proposer des choses. Il faut coller en fait aux aspirations. Et ça, c'est une attente aussi importante des habitants, qu'il y ait des places dans ce projet de vie sociale et partagée. Voilà. Avoir en tête quand même que l'adhésion des personnes à la vie partagée peut nécessiter un temps long. Voilà. Donc la participation n'est pas forcément... Enfin, il y a des gens qui vont tout de suite participer d'emblée, mais il y a des gens pour lesquels, en fait, il va y avoir des préalables déjà, s'intégrer dans son nouveau logement, se sentir chez soi, etc., avant de pouvoir participer à des activités collectives. Voilà. Un des éléments importants hein, dans cette vie collective, c'est qu'elle n'est pas forcément toujours facile. Elle peut être pesante. On a un effet miroir déjà, notamment sur les petits habitats inclusifs, quand on a vraiment une spécialisation du peuplement, où on n'a que, par exemple, des personnes en situation de handicap ou que des personnes âgées. On peut avoir un effet miroir qui nous rappelle continuellement que nous aussi, on est en difficulté. Voilà. Néanmoins, dans les échanges qu'on a pu avoir à la fois avec les habitants et les professionnels, on a perçu peu de conflits, en fait. Donc, on est sur une vie collective qui n'est pas conflictuelle, et c'est plutôt un bon signe hein, sur le fonctionnement de ces habitats inclusifs. Voilà. Ce qui ressort de cet équilibre entre vie collective et vie privée, c'est que la configuration des lieux est déterminante. Il faut pouvoir se mettre à l'écart sans s'isoler. Il faut un espace dédié à la vie partagée ouvert largement. Et ça, en fait, on a vu parfois sur certains habitats inclusifs que la salle, enfin, qui était parfois une salle qui était fermée, en fait, il fallait demander la clé pour y accéder, etc. Où on avait une salle qui était en extérieur, qui n'était pas vraiment dans la résidence, et là, il fallait se déplacer, etc. Ces configurations-là ne permettaient pas, enfin, disons que la dynamique collective était moindre forcément, et voilà, l'inclusion était moins prégnante. Voilà pour cette question d'équilibre entre vie collective et vie privée. Un des éléments importants aussi, c'est la question de vivre dans la cité. C'est la possibilité de développer une vie à l'extérieur, hein, et ça, c'est une attente très forte des habitants.
c'est que les gens ont besoin de vivre en interaction avec la société dans le droit commun, qu'ils ont besoin de se sentir acteurs dans cette société, et c'est ce que leur permet l'habitat inclusif. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vie en extérieur, c'est déjà une respiration en fait par rapport à cette vie collective. On a des personnes qui nous ont dit: je suis très contente d'habiter dans l'habitat inclusif, ça fonctionne bien, etc. Mais j'ai besoin de savoir que je peux sortir de cet habitat pour pouvoir supporter la vie collective. Donc c'est une dimension très importante. Ça permet d'éviter l'entre-soi, ça permet de gagner en confiance aussi. Notamment sur des personnes qui étaient en établissement précédemment, ou les jeunes personnes handicapées qui vivaient chez leurs parents, la possibilité de développer une vie en extérieur, de participer à des activités individuelles, etc., c'est un élément très important. On a aussi des publics qui étaient parfois très, très isolés, et cette vie en extérieur permet de se resociabiliser. C'est des gens qui disent eux-mêmes qu'ils se resociabilisent. Et au niveau des professionnels, on a des témoignages qui nous montrent bien que, en fait, pour certaines personnes qui sont arrivées en habitat inclusif, qui ont pu se projeter à l'extérieur, alors, certains intervenants nous disaient: on les voit rajeunir, enfin voilà, donc des termes qui sont assez forts et qui montrent bien l'impact de cette possibilité de développer une vie à l'extérieur. Au-delà de la possibilité individuelle de développer une vie extérieure, c'est aussi le fait qu'il y a des sorties qui vont être organisées, notamment par l'animateur de l'habitat inclusif, et qui permet justement aux résidents de prendre pied dans un nouveau territoire, un nouveau quartier, etc. etc. Alors, avec une vraie difficulté sur l'organisation de ces sorties, les professionnels nous ont rappelé qu'il y a une vraie difficulté en termes d'accessibilité des espaces. On a parfois des habitats inclusifs qui sont dans les quartiers où, au niveau des cheminements, c'est absolument pas aisé. Même les équipements extérieurs, etc., ne sont pas toujours hyper accessibles. Voilà. L'autre difficulté, en fait, c'est qu'on a des habitants de l'habitat inclusif qui ont aussi des emplois du temps, des choses à faire, etc. Donc, organiser des choses en extérieur, c'est concilier un peu toutes les attentes, les besoins de chacun, et ce qui est assez difficile. C'est ce qu'on a pu nous faire remonter. Voilà. Autre chose importante sur l'organisation des sorties en extérieur, c'est la question de l'acceptation des uns et des autres, à la fois au sein de l'habitat inclusif, mais aussi la difficulté qu'on peut avoir sur certains habitats inclusifs qui sont insérés dans des quartiers, on va dire, assez valorisés, où on peut avoir un décalage entre les habitants de l'habitat inclusif et le reste du quartier, notamment au niveau des commerces, tout ça, qui fait que ça ne favorise pas l'organisation de sortie. Voilà. Donc, il y a ces éléments à prendre en compte. Ce qui ressort un peu de toutes ces attentes, tous ces besoins, c'est que l'apport de l'habitat inclusif, c'est vraiment d'arriver à concilier des choses parfois qui sont qui apparaissent antagonistes. Je le disais, on a à la fois cette volonté de sécurité, protection, qui doit être conciliée avec la question de l'autonomie, du faire par soi-même. On a la question du lien social, mais la préservation de l'intimité. On a cette dimension collective et pourtant un espace individuel, c'est que les gens sont chez eux, donc c'est leur logement. Donc, pour tenir un peu ces équilibres, l'animateur a un rôle central. Sa mission, elle est de 3 ordres. Il y a d'abord l'animation par les activités, et c'est une demande forte des habitants. C'est mettre en place des activités au sein de l'habitat inclusif, mais aussi de proposer des activités à l'extérieur pour faire sortir les habitants, pour qu'ils prennent pied dans un nouveau quartier. Voilà. On a une autre dimension qui est liée à l'organisation de la vie collective au quotidien.
Et là, il s'agit de mettre en place les règles de vie commune, tenir compte des emplois du temps de chacun, être attentif aux besoins collectifs, c'est-à-dire faire évoluer constamment le projet de vie sociale et partagée. Donc, ça veut dire consulter, etc. Être également vigilant à tout ce qui est fatigabilité, nécessité pour certaines personnes de préserver leur intimité, de se replier quelque temps sans que ce soit un repli sur soi. Voilà. Et donc, voilà, concilier à la fois ce besoin d'intimité et participation. Enfin, il y a une dimension plus individuelle dans le rôle de l'animateur, hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans les textes, l'habitat inclusif ne prévoit pas d'accompagnement individuel. Voilà. Et l'accompagnement tel qu'il est perçu dans les textes, il est seulement vu sur le plan médico-social. Voilà. Cela dit, en fait, on voit bien et on observe, pas dans tous les habitats inclusifs, mais dans une grande majorité, qu'on peut avoir un glissement en fait, de la fonction d'animation de la vie collective à une fonction d'accompagnement individuel, qui est un phénomène, un critère de risque, on peut dire, hein, parce qu'en fait, ces accompagnements individuels, c'est compliqué de les dimensionner, et puis c'est pas le rôle initial de l'animateur. Hein. Donc on a le premier stade, on va dire, c'est la gestion des plannings, c'est jouer un rôle d'intermédiaire avec les intervenants médico-sociaux. C'est un soutien psychologique, un besoin d'écoute qu'ont les habitants. C'est aussi tout un tas de problématiques qu'on peut difficilement aborder en collectif. La question de l'hygiène, les problèmes financiers, les choses comme ça. Voilà. Et surtout, en fait, cet appui ou cet accompagnement individuel, ça permet de tisser un lien de confiance entre l'habitant et le professionnel. Et ce lien de confiance, c'est parfois un préalable pour certains publics à la participation à la vie collective. Voilà. Donc, voilà, cette dimension individuelle, elle reste aujourd'hui, je pense que c'est un des points qui nous a le plus interrogé dans le cadre de l'étude, à savoir que en fait, les textes n'en parlent pas, sont assez muets, et en fait, elle existe malgré tout. Voilà. Alors, par rapport à ces éléments qui sont sortis des entretiens, des groupes focus, on a tenté de proposer des recommandations hein, par rapport à ce qu'on a pu observer, qui sont de différentes natures. La première, c'est de préparer soigneusement l'admission en habitat inclusif, hein, et notamment s'assurer l'adhésion des personnes, s'assurer de leur capacité à vivre ensemble. On a interrogé des professionnels qui étaient en situation d'échec dans certains habitats, notamment parce qu'il y avait un rejet complet des habitants de la dimension collective. Voilà. Pour eux, l'habitat inclusif était devenu le moyen d'avoir un logement adapté, etc. En l'occurrence, il s'agissait d'une colocation entre personnes en situation de handicap et il y a eu un rejet complet de la dimension collective. Voilà, donc en fait, je pense que c'est un élément déterminant pour le fonctionnement de cet habitat inclusif. On a vu dans certains habitats inclusifs que des stages d'immersion étaient organisés avant une intégration de la personne durablement dans l'habitat. Donc voilà, il y a toute cette question-là à investiguer et qui est majeure, à mon avis, pour la réussite de l'habitat. Autre chose hein, qu'on a fait remonter à la métropole, c'était la question du projet de vie sociale et partagée. Alors, il y a un cadre légal hein, sur ce projet de vie sociale et partagée, mais globalement, il nous semblait important de rester sur des éléments relativement souples, parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, les projets de vie sociale et partagée ne sont pas tous très formalisés. Hein. Des fois, c'est une charte, mais des fois, ça se confond avec le projet associatif de la structure porteuse. Enfin, voilà. Donc, et en fait, ce n'était pas non plus toujours un gage de bon fonctionnement de l'habitat inclusif. Voilà. L'essentiel, c'était vraiment, dans le fonctionnement,
de re-questionner constamment ce projet de vie sociale et partagée en faisant participer les habitants. Voilà. Voilà. L'autre chose, c'était sur la question des espaces partagés. Et là encore, c'était s'assurer que l'espace dédié à la vie partagée existe, est ouvert, mis à disposition des habitants dans l'habitat inclusif. Voilà. On a vu que les configurations en fait, de ces espaces collectifs impactaient énormément le vivre ensemble et qu'un accès facilité permettait vraiment d'engager une dynamique collective. Là où un espace qui était fermé avec une clé sur demande, etc., clairement, on avait du mal à faire vivre au quotidien l'inclusion. Voilà. Autre élément qui était ressorti, c'était la question de l'espace pour recevoir les proches et la famille si le logement ne le permet pas. Et ça, c'est remonté plusieurs fois, notamment lorsque on a des tout petits logements ou des chambres et que les espaces partagés sont vraiment des espaces de vie, une cuisine, un salon, et que de facto, si on reçoit quelqu'un de l'extérieur, c'est on va le recevoir avec d'autres habitants en fait, dans les espaces collectifs. Donc, il y avait cet élément-là à prendre en compte dans les projets. Voilà. Ensuite, sur la question de la dynamique collective, je l'ai un peu déjà dit, c'est qu'il fallait réinterroger le projet de vie sociale et partagée, faire participer les gens au maximum, réinterroger régulièrement leurs envies, parce qu'en fait, on l'a vu, les besoins, ils évoluent dans le temps. Hein, voilà. L'autre argumentation, c'était établir le lien de confiance. C'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'accompagnement individuel. Alors, même s'il n'est pas prévu dans les textes, il nous paraissait majeur de laisser une place à cet appui individuel, hein, parce que pour bon nombre d'habitants, c'était un préalable vraiment à la participation à la vie collective. Voilà. Voilà. Autre élément important, c'est la question de l'ouverture sur l'extérieur. Avec la nécessité de louer des partenariats avec le tissu associatif local, avec les services et les commerces locaux. Voilà, avec un vrai enjeu de tenir compte de l'accessibilité, voilà, et d'inciter vraiment les personnes à sortir. Ça, c'était un élément majeur pour permettre aux personnes de vraiment exercer leur citoyenneté, enfin, voilà, vivre l'inclusion pleinement. Voilà. Dernière recommandation qu'on a apportée à la métropole, c'était la question de l'accompagnement du métier d'animateur. On a vu que l'animation, elle est centrale dans la réussite des habitats et qu'aujourd'hui, en fait, souvent, l'animateur était un peu seul dans son habitat. Il était sollicité sur plein de sujets, il ne se sentait pas toujours légitime pour répondre sur tous ces sujets-là et donc il y avait une nécessité d'appuyer le professionnel et aussi de mettre en place des temps d'échange, des bonnes pratiques, des retours d'expérience, etc. Parce qu'en fait, on était face à parfois des professionnels qui étaient en situation de solitude dans leur habitat. Voilà. Donc ça, c'était notre dernière recommandation qu'on a portée auprès de la métropole. Voilà. Donc ça, pour aller plus loin, là, on était vraiment sur des questionnements, en fait, qui émergeaient suite à l'étude, pas forcément des recommandations, mais en fait, des questionnements qui étaient sur la question, la première question, c'était l'organisation de la vie vers l'extérieur. C'est une vraie difficulté pour les professionnels, les animateurs d'habitat inclusif, hein, c'est de monter les partenariats, c'est très chronophage. Là encore, il nous paraissait pertinent de réfléchir à comment faciliter ces partenariats, peut-être mettre des plateformes d'échange entre les différentes structures associatives, etc. Voilà, essayer de faciliter un peu les choses pour que tout ne soit pas à faire à chaque fois à chaque habitat inclusif qui va émerger sur le territoire. Voilà, donc sur la question de créer les conditions du vivre ensemble, il y avait la question d'épauler l'animateur avec la question des échanges, etc. Le fait de laisser la place à ces accompagnements individuels et accepter que les habitants ne vont pas tout de suite pleinement entrer dans la participation collective et que ça demande souvent un temps long. Il fallait aussi réfléchir au parcours
Ce qui nous a interrogés dans le cadre de l'étude, c'est sur la question de l'attribution des habitats, enfin aux habitants. C'est comment on amenait tel habitant dans cet habitat inclusif et pourquoi. Sachant qu'en fait, en lien avec ce que je disais sur la question de l'accompagnement, ce qu'on a constaté dans les habitats inclusifs actuellement, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui cumulent en fait beaucoup de difficultés et pas juste des problématiques d'isolement. Et donc, du coup, en fait, forcément, l'animateur, il va être amené à accompagner ces personnes sur des problématiques très diverses. Et donc, il y a vraiment un besoin d'accompagnement individuel actuellement dans les habitats inclusifs, justement parce qu'on a peut-être aussi concentré des publics un peu difficiles dans ces habitats. Voilà. L'autre élément important, il nous semblait, hein, c'était de structurer donc l'offre sur le territoire, mais de ne pas imposer une forme trop rigide d'habitat inclusif. La richesse, en fait, de l'outil, c'était vraiment qu'on est face à des solutions d'habitat qui sont très différentes. Je vous disais, à la fois, on peut avoir une colocation, on peut avoir des habitats plus restreints avec 10-15 habitants qui fonctionnent un peu sur le modèle d'une pension de famille. Et puis, on peut avoir des logements labellisés habitat inclusif au sein d'une résidence intergénérationnelle, donc avec des dynamiques, des publics, des attentes qui sont très variées. Et en fait, on répond à des besoins qui sont à la fois très différenciés. Au final, ce qu'on a vu, c'est que on a des publics âgés ou en situation de handicap, mais qu'en fait, on ne peut pas généraliser les besoins. Et en fait, les parcours sont très distincts, donc les attentes très différenciées. Voilà. Et donc, la dernière chose, c'était vraiment la question d'accompagner le nouveau métier d'animateur, hein, parce qu'on est vraiment sur un nouveau métier. Ce qu'on a vu dans le cadre des échanges, c'est qu'en fait, déjà, ils ne s'appellent pas tous de la même façon. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose à construire autour de ce métier.